Best of 2021, seconde partie pour l'émission 85 de Jaf ta mère, avec en fin d'émission des extraits des 2 numéros spéciaux qui ont été faits pour remplacer les permanences, avec les conseils pour les parents, les pères qui n'arrivent pas à voir leurs enfants dans les situations les plus compliquées. En attendant, voici donc la seconde partie des invités que nous avons eus en 2021 sur Jaf ta mère RLP 102.3. RLP. Radio Libre en Périgord. Juin 2021, émission numéro 60 avec Véronique Gentreyer, présidente de l'association Planète Enfants et Développement, qui intervient dans la famille dans plusieurs endroits du monde, en Asie et en Afrique, avec donc une conversation sur les différences de la cellule familiale entre les divers continents, les diverses cultures. RLP 102.3, aujourd'hui avec Véronique Gentreyer, directrice de l'association Planète Enfants et Développement. Véronique, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, super, tout fonctionne, c'est merveilleux, les miracles de la technique. Alors, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, nous dire quelle est votre association et ce que vous faites exactement ? Dites-nous. Alors, je suis donc Véronique Gentreyer, la directrice de l'association Planète Enfants et Développement. Planète Enfants et Développement, c'est une association qui a été créée à peu près il y a 37 ans pour répondre aux besoins prioritaires des enfants et en particulier plus récemment des tout petits, puisque nous travaillons essentiellement avec les enfants de 0 à 6 ans. En fait, comme on le sait, les 6 premières années de la vie sont censées être les plus importantes, sont dites les plus importantes, et donc nous adressons cette problématique pour faire en sorte que les enfants puissent grandir dans un environnement qui soit protecteur et propice à leur développement. Nous ne travaillons pas en France, mais nous travaillons à l'étranger, dans des pays en voie de développement, comme on dit, au Népal, au Cambodge, au Vietnam et au Burkina Faso. Voilà. Et donc moi, je suis la directrice de cette association depuis une dizaine d'années. Donc aujourd'hui, vous travaillez dans quel pays, en fait, sur la planète, précisément ? Donc nous sommes en Asie essentiellement, puisque nous sommes même nés au Cambodge. Il y a donc 37 ans. Nous sommes donc toujours au Cambodge. Durant les Khmers rouges, je suppose. Juste après, voilà, juste après. Oui. Nous étions la première association française à s'implanter au Cambodge et à vraiment travailler avec le gouvernement à la reconstruction du pays. Après la chute de Pol Pot, oui. Exactement, donc en travaillant sur les formations de pédiatrie, de gynécologie, de travailler, reconstruction de maternité, donc tout ce qui était axé sur le développement de l'enfant. Et donc ça a été effectivement une grosse partie de notre activité. Et puis ensuite nous sommes allés travailler au Vietnam, puisque c'est le pays qui est juste à côté. Ensuite nous sommes allés, tout en restant au Vietnam, nous sommes toujours au Vietnam, mais nous sommes aussi au Népal depuis une vingtaine d'années. Et depuis 15 ans à peu près, nous sommes aussi maintenant en Afrique, au Burkina Faso. Burkina Faso, d'accord. Oui. Ok. Et donc, je suppose que vous avez vraiment une vision de la structure familiale, de la famille, des besoins de l'enfance dans ces pays. Là, on se place dans des cultures très différentes de nos civilisations occidentales. Comment intervenir ? RLP. Radio Libre en Périgord. Juillet 2021, émission 63 avec Arnaud, un papa que nous suivons depuis plusieurs années et qui effectivement réussit à rétablir le contact avec son enfant après avoir passé une période extrêmement difficile. Donc une nouvelle étude de cas mise en avant pour expliquer la problématique de notre environnement. RLP 102.3 avec aujourd'hui des nouvelles d'Arnaud. Alors Arnaud, pour résumer, s'est séparé avec son ex en janvier 2000 combien Arnaud ? Janvier 2019. Janvier 2019, madame est partie en l'accusant de plein de choses évidemment absolument horribles. Il n'a pas pu voir son fils Loïc durant plusieurs mois. Oui. Son ex a fait preuve d'instabilité, a changé de département. Il a récupéré son Loïc, il avait quel âge à l'époque là, parce que tu l'as récupéré avec la marque des 5 doigts sur la joue gauche? C'était l'année dernière, au mois de février 2020, il avait 2 ans.
Il avait 2 ans. À la suite de ça, placement dans un foyer, arrivée du Covid, fermeture du foyer, première famille d'accueil, deuxième famille d'accueil, troisième famille d'accueil, impossible de le voir, gros bazar, gros pataquès, énième famille d'accueil, je crois, en septembre dernier. Les services sociaux qui commencent à dire que madame déconne à plein tube et que tu serais peut-être beaucoup mieux pour élever ton garçon, sachant que tu avais déjà un enfant dont tu as la garde d'une union préalable. Saisie du JAF, je crois, cet hiver, le juge d'affaires familiales qui t'attribue la garde de l'enfant, mais le juge des enfants, lui, par contre, continue le placement. Et puis là, je crois que j'ai rien oublié. Hein. Non, tout est là. Voilà, tout est là. Et là, il y a 3 semaines, tu apprends que la dernière famille d'accueil ramène ton petit à l'ASE en disant « j'en veux plus » avec son sac et elle repart. L'ASE dit « aïe », elle te l'amène chez toi, ne sachant pas ce que tu en feras 48 heures plus tard. C'est bien ça ? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Eh ben vas-y, dis-nous ce qui s'est passé après. Alors, ce qui s'est passé, c'est que du lendemain que j'ai dû aller chercher mon fils, faire ce grand déplacement pour aller chercher mon enfant. RLP. Radio libre en Périgord. 9 juillet, émission 64 avec Agnès Smith, afin de parler de la CAF et des locataires uniques, une problématique du Code de la sécurité sociale qui touche à la fois les pères et les mères des couples séparés. RLP 102.3 aujourd'hui avec Agnès Smith de l'association Égalité des droits des parents. Nous allons parler aujourd'hui du problème de l'allocataire unique pour la CAF dans les cas de séparation et notamment de résidence alternée. Agnès, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous. Oui, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer en quoi vous êtes concerné par ce problème d'allocation de la CAF qui n'est pas réparti entre les 2 parents gardiens des enfants et ce que vous faites pour essayer d'arranger, d'améliorer tout cela? Oui. Alors, merci de m'avoir invité et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée et étonnée en 2016. Je crois que c'était en 2016 que je me suis rendu compte du problème et même un peu avant parce que j'avais un problème avec mon ex-mari et j'avais plus accès au compte commun et je n'avais plus accès à l'argent, de la famille. Et j'étais mère au foyer. Et en fait, je pensais quand même que la CAF, l'argent de la CAF, ça revenait aux 2. Et au final, la CAF m'a dit non, vous pouvez pas créer un compte parce que vous êtes dans le même foyer. Donc, vous devez sortir. Non, alors pour résumer, vous étiez donc mariée ? J'étais mariée. Avec combien d'enfants ? RLP. Radio libre en Périgord. Juillet 2021, émission 65 et 66 avec Monsieur Méoni de Père pour Toujours Genève, une association suisse de défense des droits des pères où nous allons, durant 2 émissions, comparer la situation entre la Suisse et la France dans cette problématique familiale. RLP 102.3, aujourd'hui avec Vincent Méoni. Vincent Méoni est l'animateur de la page Facebook de l'association Père pour Toujours Genève, une association suisse. Vincent, vous êtes là ? Oui, je suis là. Merci Stéphane de m'accueillir dans votre émission. Merci beaucoup à vous d'être venu discuter avec nous. Alors, qu'est-ce que Père pour Toujours Genève ? Qu'est-ce que vous faites ? Présentez-vous un petit peu, s'il vous plaît. Avec plaisir. Père pour Toujours Genève est une association genevoise, donc suisse, qui a un petit peu plus de 15 ans et qui s'est fixé 2 missions. La première, c'est de venir en aide par notre permanence aux papas qui nous contactent et qui souffrent d'une situation de séparation. En général, c'est au moment où la séparation intervient entre les parents et puis ils s'aperçoivent de tout le poids de la difficulté qu'ils rencontrent pour maintenir un lien égalitaire avec leurs enfants. Et la deuxième mission de Père pour Toujours Genève, c'est d'essayer de changer les mentalités. Donc nous avons à la fois un site internet, une page Facebook, comme vous l'avez mentionné, mais aussi nous avons des liens avec les entités administratives sur le canton. De temps en temps, on nous sollicite et on peut être amené à intervenir, comme nous l'avons fait il y a quelque temps, au Grand Conseil, c'est-à-dire au Parlement genevois. Voici nos 2 missions. RLP. Radio libre en Périgord. Septembre 2021, émission 68 et 69 avec Agnès Naudin, auteure, capitaine de police, qui a travaillé dans une brigade de protection de la famille avec plusieurs ouvrages dont vous avez certainement entendu parler dans les médias mainstream. RLP 102.3, aujourd'hui avec Agnès Naudin. Agnès Naudin est capitaine de police en disponibilité
après 10 ans d'exercice, dont 3 au sein d'une brigade territoriale de protection de la famille, si j'ai bien compris. Elle est autrice au Cherche Midi ainsi que chez Robert Laffont. Elle a écrit notamment Enfance en danger, Affaires d'ado, Affaires de famille et Avis de recherche. Agnès, vous êtes là ? Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, vous présenter, dire votre parcours, ce qui vous a amené à faire votre métier, ce que vous avez fait dans votre métier et en quoi consistait effectivement ce travail-là ? Dites-nous. Alors, j'ai toujours voulu être policier depuis toute petite. Je voulais travailler sur tout ce qui était les enlèvements internationaux d'enfants et les réseaux de prostitution de l'Est, mais depuis toute petite. Donc, je pense que je savais pas trop ce que ça voulait dire à ce moment-là. Donc, j'ai grandi sans me poser de questions jusqu'à arriver à la fac, où j'ai fait du droit, toujours dans cette optique de rentrer dans la police. J'ai fait mes 5 ans de droit, parce qu'entre-temps, je me suis un peu perdue. J'ai découvert d'autres matières dans le droit, et notamment le droit de la famille, qui me plaisaient beaucoup. Je me suis posé la question d'être avocate à ce moment-là. J'ai passé les concours d'avocat 2 fois. La première fois, je l'ai raté à l'écrit et la deuxième fois à l'oral parce que juste avant de rentrer dans RLP, Radio Libre en Périgord. Septembre 2021, émission 70 et 71 avec Franck Blanchard, major de police, avec qui nous allons parler beaucoup de placements abusifs, de services sociaux vus de l'intérieur depuis la police. RLP 102.3 aujourd'hui avec Franck Blanchard de la police nationale. Alors c'est très intéressant parce que nous avions eu Agnès Naudin la semaine dernière, qui est une femme, qui était capitaine de police, et nous avons aujourd'hui Monsieur Blanchard. Vous êtes avec nous ? Je suis bien avec vous, bonjour. Oui, bonjour, merci d'être revenu, j'espère que vous allez bien. Alors, Monsieur Blanchard, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter ? On va faire comme d'habitude, vous allez dire qui vous êtes, votre parcours, ce qui vous a amené à faire ici, et qu'on comprenne bien après, quand vous parlerez, d'où vient votre voix, s'il vous plaît. Voilà, donc je suis fonctionnaire de police depuis 1986, donc j'ai 35 ans d'administration. J'ai voyagé en France parce que pour prendre mes grades, j'ai donc fait des mutations pour prendre mes grades et non pas sur place. Ça veut dire que j'ai une vision, je peux estimer que j'ai une vision globale de la société au sein de l'administration. Et donc mes formations, je suis officier de police judiciaire. Ça, c'est une formation importante dans ma fonction. D'accord. On a quand même des pouvoirs qu'on n'a pas en tant qu'agent de police judiciaire. C'est un petit peu plus, si vous voulez. D'accord. Et sous les ordres directs du procureur de la République. D'accord. Donc voilà. Donc au cours de ce cursus, j'ai pu forcément observer tout ce qui n'allait pas non plus, savoir que je m'estime relativement intègre dans ma profession, et j'ai pu découvrir quand même des sacrés dysfonctionnements au sein de la police que j'ai relevé durement, parce que j'ai même dénoncé ça en justice à différentes périodes, surtout en fin de carrière. Bon, ça fait 37 ans de police, vous êtes à quel grade actuellement ? Là, je suis major de police, passionné dans ma profession, quoi. Après, j'ai encadré, sur la fin, un groupe de 17 personnes en tant que chef de groupe en matière judiciaire. Alors, ça n'a jamais été du grand judiciaire, ça n'a jamais été des affaires criminelles, je ne suis pas en police judiciaire, mais tout est intéressant finalement dans les enquêtes, même les petites enquêtes de vol ou d'agression. L'intérêt, c'est toujours de trouver le mis en cause, quoi. Par contre, ce qui nous intéressait, nous, c'est que vous avez plusieurs dizaines d'années de pratique, que vous avez été au contact de la population, si j'ai bien compris, vous étiez vraiment au contact, vous n'étiez pas dans un bureau administratif, vous étiez au contact. Vous avez forcément été confronté aux affaires familiales, à la protection de l'enfance, au divorce, aux enlèvements d'enfants, etc. Ça faisait partie de votre travail. J'ai jamais fait partie d'une brigade de mineurs, par exemple, où j'aurais été confronté réellement à ces soucis de famille. Ou de protection de la famille, oui, d'accord. Voilà. Donc, directement, non, j'ai pas été confronté à ça, mais forcément, je suis intervenu sur des différents familiaux en pleine nuit, des enfants désœuvrés, plein de choses qui m'ont quand même marqué tout le long du parcours. Et puis les gens qui viennent au guichet porter plainte pour telle ou telle chose. Oui, bien sûr, les services des plaintes, j'ai fait partie à différents endroits. Radio Libre en Périgord. Octobre 2021, avec 3 émissions, 73, 74, 75, avec le docteur Joël Monzé de Québec, docteur en neurosciences, une sommité internationale avec qui nous verrons des points extrêmement intéressants sur le développement du cerveau de l'enfant.
RLP 102.3, aujourd'hui avec Joël Monzé. Joël Monzé, monsieur Monzé, est docteur en neurosciences, a commis une dizaine d'ouvrages et s'intéresse beaucoup à la recherche fondamentale sur l'enfance, la petite enfance, l'adolescence et le développement humain, si j'ai bien compris. Docteur, bonjour, vous allez bien ? Bien, et vous-même ? Oui, très bien, merci beaucoup. Alors, je vais vous demander de vous présenter, d'indiquer votre parcours, votre expertise, de dire qui vous êtes, afin par la suite, pour les questions, que nous comprenions bien l'origine de votre voix, dans quel cadre vous vous exprimez et vraiment qui vous êtes pour répondre à ces questions. Ok, alors si j'utilise en fait des mots plus habituels en France, j'ai fait un bachelor en pédagogie à la base. J'ai enseigné pendant quelques années. Pendant ce temps-là, j'ai fait un premier master en psychomotricité, qui est une technique d'intervention qui est très connue dans le domaine en France et en Belgique notamment. Et puis, durant ce master-là, j'ai eu des contacts parce que je cherchais de meilleures connaissances en neurosciences, parce que les jeunes, les enfants et les ados avec lesquels je travaillais étaient aux prises avec de très grands troubles. Donc, il y avait de multiples handicaps et ma connaissance en psychologie ou ma connaissance en pédagogie était bien établie. Mais je me rendais compte que pour vraiment répondre en fait aux besoins de ces jeunes-là, j'avais besoin d'aller chercher un autre bagage que simplement l'évaluation des déficits dans lesquels eux étaient plongés à cause des différents handicaps qui perturbaient leur développement ou leur vie tout court. Donc j'ai fait un premier stage en fait dans un laboratoire à l'université de Sherbrooke au Québec, au Canada. Et de deux choses l'une, premièrement, ça a confirmé mon intérêt à faire des neurosciences, et deuxièmement, je suis tombé en amour avec la belle province, ce qui fait que j'ai quitté ma Belgique. J'ai fait un deuxième master en neurosciences appliquées au corps en mouvement parce que ça venait vraiment répondre à mes questionnements cliniques. Et de là, j'ai décidé d'aller faire carrément mon doctorat en neurosciences à la faculté de médecine de l'Université de Montréal parce que je voulais avoir une meilleure compréhension de comment les cellules fonctionnent les unes par rapport aux autres, comment l'orchestration du cerveau se faisait. Et donc, j'ai fait de la recherche fondamentale pendant 6-7 ans chez le singe pour arriver justement à mieux comprendre comment le cerveau fonctionne. Puis mon intention au départ, c'était de continuer ce genre de recherche-là, mais dans des zones qui sont très stimulées par la psychomotricité. Et j'en parlais justement avec le directeur du centre de recherche où je faisais mon doctorat, parce que lui était intéressé à mon parcours de recherche et à mes intentions ultérieures, et je lui explique ce que je veux faire. Et puis là, à ce moment-là, le directeur me dit « Mais Joël, te rends-tu compte que si jamais tes hypothèses, elles sont vraies, le pouvoir que tu vas donner aux compagnies pharmaceutiques pour contrôler la pensée humaine ?» Et ma carrière de chercheur a été à ce moment-là vraiment bouleversée parce que je ne pouvais plus faire ce genre de choses-là. Alors, il restait éventuellement faire de l'imagerie cérébrale, mais l'imagerie cérébrale, elle est très... vous savez, les noyaux dans lesquels moi j'ai fait des enregistrements chez Message pendant plusieurs années, on ne les voyait même pas en imagerie cérébrale. Pourtant, tout notre corps est représenté là-dedans. Donc, il y avait une première problématique d'ordre technologique et on n'est pas plus loin 20 ans plus tard, en fait, à ce niveau-là. Et la deuxième problématique, c'était la problématique de l'éthique. À quel moment est-ce qu'un chercheur franchit une limite qui devrait ne pas être franchie pour le bien de l'humanité? Et il y a un épisode de Tintin que vous connaissez peut-être, j'ai oublié de dire tout à l'heure que j'étais d'origine belge, donc pour moi l'univers de la bande dessinée fait partie de ma culture depuis ma tendre enfance. Et dans l'affaire Tournesol, quand Tournesol se rend compte que sa découverte peut amener exactement l'inverse de ce que lui voudrait faire, lui au départ il est dans le plaisir de découvrir des technologies, mais il se rend compte que l'Empire Bordure veut l'utiliser comme une arme, eh bien, il va détruire son microfilm. Donc, quelque part, il y a des gens, puis je pense que j'étais beaucoup aussi inspiré par des gens comme Jacques Testard et comme d'autres chercheurs qui se sont posés des questions sur les aspects de l'éthique. Et donc, c'est là que, par la suite, j'ai fait un postdoctorat en éthique clinique pour essayer de bien comprendre justement tous nos enjeux par rapport aux médicaments, par rapport aux diagnostics psychiatriques et autres. Et c'est là que, bon an, mal an, j'ai développé une expertise qui, à la fois je suis un clinicien, donc je fais de la psychothérapie de manière régulière. Je fais beaucoup de formations de gens qui sont cliniciens ou qui sont éducateurs, mais j'ai écrit aussi des livres, comme vous le disiez tout à l'heure, aussi bien dans le développement de l'enfant et le développement de l'adolescent, le développement de la personne, mais également des réflexions sur notre rapport à la science et notre rapport en fait aux médicaments et à l'origine justement des processus justement des compréhensions de l'être humain. Donc vous mêlez en fait la psychologie, c'est-à-dire l'étude des fonctionnements internes, à l'aspect clinique et médical cellulaire du cerveau. C'est bien ça, j'ai bien compris ?
Oui, tout à fait. Et c'est pendant longtemps, j'ai fait des allers-retours entre qu'est-ce qu'on connaît de la science, qu'est-ce qu'on voit en clinique, qu'est-ce qu'on voit en clinique, et qu'est-ce que la Radio science libre peut nous en aider. Périgord. Novembre 2021, émission 79 avec Roxane Chafei et Cyprine des Mamans Louves. Les Mamans Louves qui se regroupent ensemble car elles estiment que l'État prend trop de décisions qui devraient en fait nous revenir à nous, parents, par rapport à nos enfants. RLP 102.3, aujourd'hui avec Roxane et Cyprine du mouvement des Mamans Louves dont nous avons parlé la semaine dernière avec Anaïs, mouvement des Mamans Louves qui s'est notamment mis en avant le 4 novembre dernier à Paris lors d'un courrier présenté au président Emmanuel Macron et une réponse on va dire un peu brutale et un peu difficile des services de sécurité. Les Mamans Louves, qu'est-ce que c'est les Mamans Louves? Ce sont des mamans qui estiment que ce n'est pas forcément à l'État d'éduquer nos enfants et qu'aujourd'hui dans la gestion notamment du Covid, celui-ci prend trop de place dans les décisions éducatives. Alors Roxane et Cyprine, bonjour. Merci d'être revenus. Déjà, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien posé le cadre? Est-ce que j'ai bien défini ce que vous faites? Oui, c'est pas mal, c'est un bon début. Bon. Stéphane? Oui. Oui, les Mamans Louves, effectivement, il y a une notion de responsabilité d'abord sur l'éducation, certes, mais sur la vie globale de nos enfants, parce que les décisions que prennent les instances décisionnaires, elles touchent pas seulement à leur éducation, elles touchent tout simplement à leur vie, à leur psychologie, à leur état de santé physique, psychique, Oui. et du coup à leur futur aussi. Donc nous, oui, ce qu'on demande en tant que maman louve, alors bien sûr, encore une fois, on va le répéter, on n'exclut absolument pas les papas dans l'autorité parentale. Nous, on a voulu créer un mouvement fort, Oui, c'est médiatique. comme nous, on se bat pour nos enfants, mais vous le faites avec la voix des mamans. Mais je veux dire, c'est exactement ça. D'accord, ouais, je comprends. Et clairement, on a décidé qu'on allait réexpliquer en fait à nos instances décisionnaires que nous sommes, nous, parents, donc nous, mamans en l'occurrence, les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux, et qu'à ce titre, il est nécessaire de nous consulter avant toute prise de décision pour nos enfants, parce que clairement, nous avons été écartés de toutes les décisions. On n'a pas eu notre mot à dire. Et même quand on a été contesté, on nous a fermé la porte. RLP. Radio libre en Périgord. Novembre 2021 et les émissions 80 et 81 pour l'ouvrage Un parricide ordinaire d'Ambroise Debussy. Une interview qui nous permettra de creuser les problématiques des magistrats, de la justice familiale, des statistiques en deux parties. RLP 102.3 aujourd'hui avec Ambroise Debussy. Ambroise Debussy est l'auteur du livre Un parricide ordinaire aux éditions NCB. Alors, Un parricide ordinaire nous raconte l'histoire de Geoffroy, un avocat d'affaires qui, après plusieurs expériences sentimentales, des mariages, des enfants, se retrouve devant la machine à broyer de la justice familiale. Et ce livre est une plongée dans les affaires d'avocats, les méandres des tribunaux, avec en même temps une très grande tristesse et d'énormes éclats de rire. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, que j'ai dévoré, qui fait 440 pages, qui a été écrit avec grand talent, même si parfois il faut réussir à rebondir d'une époque à l'autre dans la construction temporelle de l'ouvrage, mais du départ à la fin, tous ceux qui ont été concernés par notre environnement auront un très très grand plaisir à lire cet ouvrage. Ambroise, vous êtes avec nous ? Je suis là, je vous remercie pour ces gentilles paroles. Oui, écoutez, merci beaucoup d'être revenu et merci beaucoup d'avoir commis cet ouvrage parce que je vous assure, il a bercé quand même plusieurs de mes heures et il y a des moments vraiment de gloire dont nous allons parler ensemble sans dévoiler effectivement trop l'intrigue et le dénouement. Mais bon, alors déjà, vous en tant qu'auteur, parlez-nous de ce livre, Un parricide ordinaire, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans, présentez votre ouvrage. Alors la chose est compliquée, c'est un travail de longue haleine qui m'a occupé plusieurs années au sortir effectivement d'une expérience personnelle devant la justice aux affaires familiales. Et j'ai voulu, après avoir pris un petit peu de recul, après avoir laissé s'écouler un petit peu de temps avec ce qui m'était arrivé, porter la voix de ses parents, pas forcément des pères, même si majoritairement ce sont souvent des pères, porter la voix de ses parents qui sont évincés du jour au lendemain de la vie de leurs enfants. Et comment est-ce qu'ils font? Quels sont les moyens à leur disposition pour essayer de se battre, de rebondir
pour eux, pour préserver la relation qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants, mais aussi pour leurs enfants, pour qu'ils ne soient pas privés de l'un de leurs deux parents suite à une décision de justice qu'ils vivent comme un drame et vis-à-vis de laquelle il faut qu'ils composent, face à laquelle ils doivent se relever, avec laquelle ils doivent vivre, leurs enfants aussi, et comment faire quand effectivement, vous avez dit, on est pris dans une machine qui nous dépasse, quand on laisse s'échapper la maîtrise de notre vie quotidienne, de notre relation avec nos enfants, de l'éducation de ceux-ci. Comment on fait pour s'en relever? Comment on fait pour se battre pour eux? Et est-ce qu'on peut gagner dans cette machine, effectivement, qui a un pilote? C'est une vraie question, je n'en sais rien. Mais qui en tout cas a des trajectoires parfois un petit peu... Radio Libre en Périgord. Nous aurions pu également parler des émissions avec Thierry Berger, émission 76-77, où nous parlons de ses ouvrages et de la proposition de loi qui malheureusement ne sera pas disputée, débattue en février prochain. Nous aurions pu également parler de la marche des pères, de la retransmission des podcasts effectués avec M. Claude Néris, tels que Justice et Subjectivité, ou de Christina Forest, avec son association qui promeut la conciliation et la communication positive, ainsi que l'association de convention de séparation parentale. Notre ami maître Nathanaël Master, qui avait démarré l'année avec nous et qui est revenu ensuite parler du projet de loi GPA-PMA. Monsieur Thierry Lavergne, pédopsychiatre et psychanalyste qui régulièrement nous éclaire sur nos tâches éducatives. Ainsi que maître Aubéry Salcroix qui était venu régulièrement nous parler de tel ou tel projet de loi ou débat qui concerne la petite enfance. Pour terminer ces deux best-of, nous allons passer un extrait des conseils aux parents qui ne peuvent pas voir leurs enfants parce qu'ils sont en plein dans le feu et les situations conflictuelles, mais pour avoir vraiment toute l'étendue de ce travail qui était auparavant effectué en permanence, nous vous renvoyons sur Internet, YouTube, Jaftamer numéro 50 et numéro 51, Stéphane, 50 l'étude de cas, 51 les conseils, Stéphane du blog C'est mon papa. Non, ce n'est pas moi, c'en est un autre, mais vous inquiétez pas, ils sont assez nombreux et cette discussion que nous avons eue ensemble reprend énormément de problématiques que nous avons déjà entendues dans les permanences, que ce soit celles que j'ai faites moi-même chez SOS Papa à Paris à l'époque où j'y allais encore un peu, ou alors celles que nous trouvions à Périgueux dans la maison des associations à l'époque où les permanences étaient encore ouvertes. Et ben écoutez, quand ça se passe mal, c'est ça qui se disait et c'est comme ça qu'on les conseillait. Voilà, portez-vous bien, à bientôt en 2022 pour une nouvelle série. On va commencer très fort avec un auteur qui a vendu plus de 5 millions d'ouvrages et qui nous expliquera l'incidence de l'anthropologie, de notre historique jusqu'aux primates dans les rapports hommes-femmes que nous avons encore au jour d'aujourd'hui. Voilà, bye bye. Alors, il faut faire attention parce que ce genre de choses, généralement, ça vient avec un gros pack. Ça s'appelle problème de travail, soucis de santé, dépression nerveuse, problèmes sociaux. Il y a un peu tout qui vient. Donc, il faut pas tomber malade. Il faut pas perdre son boulot. Il faut pas que. Et puis, il faut protéger les gosses. Les enfants, c'est Walt Disney, tu vois. En fait, les enfants. Les enfants sont moins malheureux que toi. Les enfants seront malheureux s'ils te voient toi malheureux, tu vois. Et très souvent, les enfants, lors des passages de bras, qui se cramponnent aux parents, c'est parce qu'ils sentent que le père ou la mère, en fait, elle est pas bien. Donc, il faut faire super attention à protéger les gamins. Les gamins sont pas responsables de ça. Les gamins, ils sont au chaud, ils ont à manger, ils ont de la chaleur. Il faut faire attention à ça. Il faut, tu vois, c'est toi qui souffre le plus en ce moment. Donc, il va falloir que tu te protèges aussi, que tu protèges ton boulot, ta société. C'est pas maintenant qu'il faut fermer. C'est pas une bonne idée parce que tes gamins, ils auront besoin de toi. Et puis, il faut que tu gardes accès à eux. Il faut que tu gardes accès à eux. Et malheureusement, garder l'accès à eux, ça veut dire réussir à rester à proximité jusqu'à qu'ils grandissent. Là, bon, la petite a 4 ans, donc ça va être compliqué. Mais dès qu'elle aura 5 ou 6 ans, tu demanderas un mercredi sur 2. Tu vois. Alors ça, j'ai déjà demandé, mais ça a été refusé. C'est trop tôt. C'est trop tôt parce que tu vas rentrer dans un rythme lent. Tu vas rentrer dans un rythme lent de une demande par an. Tu vois. Il faut pas rentrer plus vite. Et ils vont tous essayer de faire que les pressions redescendent. Je n'ai pas de solution. Enfin, la solution rapide n'existe pas. Elle n'existe pas. Voilà. Une demande d'audience, c'est moi. Dès que je déménage, dès que cette maison est vendue, que je déménage là-bas, je demande tout de suite. Je fais toujours tout de suite une demande. Ouais, parce qu'il y a une modification des conditions. Mais pour faire la demande, il va falloir réussir. Tu sais, si jamais en face, ils arrivent en disant « Ouais, il a fait ci, il a fait ça », t'as aucune chance, tu vois. T'as compris ça, tu l'as vu ça.
Donc il faut réussir Oui, à faire tes mais demandes. c'est pas Non, grave, je le ferai quand même. je comprends, je peux pas, voilà. je comprends. Mais après, si tu as une façon de le faire, il faut réussir à atténuer tout ça. Il faut réussir à atténuer tout ça. Le meilleur papier que tu peux obtenir, c'est que c'est madame qui vit mal la séparation. Alors que toi, t'es super zen, t'es super disponible, tu proposes ton aide, t'es un mec cool, tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est le meilleur papier que tu puisses obtenir. Jean